Si tu traces des ordres en bloc, mais que le prix les traverse, les ignore ou te stoppe juste avant de partir, le problème, ce n'est pas forcément l'outil. Le problème, c'est souvent que tu ne sais pas quel order block regarder, lequel est encore actif et comment le trader proprement. Parce qu'un order block, ce n'est pas juste un rectangle sur un graphique. C'est une zone qui a lancé un vrai déplacement. Dans cette vidéo, je vais te montrer 3 choses simples. Ce qu'est vraiment un order block, les différentes formes qu'il peut prendre et comment le trader sans partir dans tous les sens. Et le but, ce n'est pas de compliquer. Le but, c'est qu'à la fin de cette vidéo, tu ouvres ton graphique et que tu comprennes enfin ce que tu regardes. Allez, on commence. Un order block, dans sa forme la plus simple, c'est la dernière bougie opposée avant une impulsion. En haussier, c'est souvent la dernière bougie baissière avant le vrai départ du prix. En baissier, ce sera l'inverse, c'est-à-dire la dernière bougie haussière avant la chute. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce n'est pas la bougie qui compte le plus. Ce qui compte, c'est le move qu'elle lance derrière. Car un OB doit provoquer quelque chose. Il doit générer un déplacement, une accélération, parfois même une cassure de structure, en provoquant parfois, voire souvent, une inefficience. Donc un bloc n'est pas valable parce qu'il est joli, il est valable parce qu'il a causé un vrai mouvement. Et c'est ça que beaucoup ne comprennent pas. Ils partent souvent de la bougie, puis ils essayent de justifier le reste, à savoir, est-ce que c'est un order block, oui ou non. Mais il faut faire l'inverse. Tu regardes d'abord le déplacement, par exemple ici, ou encore celui-là. Et ensuite, tu remontes à sa source. Et si cette source est propre, alors tu commences à t'y intéresser. Les order blocks sont utiles parce qu'ils te montrent d'où le marché est réellement parti. Un support à résistance te montre où le prix arrête. Un OB te montre la zone qui a lancé le mouvement. Et la différence est là. Quand tu comprends ça, tu arrêtes de trader uniquement des lignes. Tu commences à travailler des zones qui ont déjà prouvé qu'elles pouvaient déplacer le prix. Et c'est souvent sur ces zones que le marché revient. Pas parce qu'il respecte un certain dessin, mais plutôt parce qu'il respecte une histoire qui se répète à chaque fois. Un bon order block peut te servir à plusieurs choses. Il te permet d'avoir une zone de réaction du prix, il te permet d'affiner une entrée, il te permet d'avoir le moment duquel le prix sera invalidé, ou simplement te permet de voir ce qui s'est passé sur le swing précédent. Mais attention, un OB n'est pas une entrée automatique, c'est une zone d'intérêt. Et c'est le marché qui va te montrer s'il respecte cette zone d'intérêt ou non. Regardons à présent les principaux types d'OB. C'est ici que beaucoup se perdent, parce qu'ils appellent OB tout ce qui ressemble de près ou de loin à une bougie de départ. En réalité, il y a plusieurs formes. La première, c'est l'OB classique. C'est souvent la plus simple. La dernière bougie opposée avant l'impulsion sera marquée. Si le marché part fort à la hausse, comme ici, on va prendre la dernière bougie baissière avant l'impulsion. S'il part fort à la baisse, comme ici, alors l'OB sera la dernière bougie haussière avant l'accélération. Ça, c'est la base. Ensuite, tu as l'OB avec imbalance. Là, moi, je ne regarde l'OB que si l'impulsion crée une FVG. S'il n'y a pas de FVG, en réalité, je ne m'y intéresse pas. Quand il y a une FVG, comme ici, alors je regarde la bougie qui est au départ de cette impulsion. Qu'importe si cette bougie est montante ou descendante. Si je vois un corps de bougie dans le sens du mot, comme ici, et que sa taille est comprise entre 0,3 et 0,63 ATR. L'ATR, c'est l'indicateur que j'utilise pour mesurer l'amplitude d'une bougie en moyenne sur 233 périodes. Donc, ce qu'il faut faire, c'est simplement changer l'indicateur pour afficher ici 233 périodes pour avoir la mesure telle que moi je la vois. Ensuite, tu prends cette bougie-là comme OB. Tu mesures le corps uniquement. On a ici 574. Mon ATR fait à ce moment-là 1211. J'ai donc bien un ATR compris entre 0,3 et 0,63 puisqu'il fait environ 0,5. Si ce corps est au-dessus de 0,65 ATR, alors je ne prends plus cette bougie. À ce moment-là, je choisirai comme OB la première des deux FVG. Il y en a une ici et il y en a une ici. Donc ce sera celle-ci. Si mon corps de bougie est supérieur à 0,65, c'est-à-dire trop grand pour constituer un OB. Donc plus le départ est violent et plus cette bougie perd de l'intérêt au profit de l'inefficience qu'elle laisse. Et il y a un autre cas important. Je vous montre. Si au départ de l'action, il n'y a pas de vraie bougie au-dessus de la FVG, vous voyez ici, on a une fair value gap. Mais au-dessus, on a des bougies dont le corps est vraiment petit. Si au départ de cette action, justement, il n'y a pas de vraie bougie sur la FVG, si ces 2 ou 3 dernières bougies ne montrent aucun corps exploitable, alors la FVG est vide. Et dans ce cas, il n'y a pas d'OB à cet endroit. Après, une fois que tu as vu ces order blocks, à savoir la bougie opposée à l'accélération, premier cas. Deuxième cas, la bougie dans le même sens que l'accélération qui laisse une FVG. Si ce corps a une taille adéquate, alors on choisira ce corps comme order block. Si ce corps est trop petit, alors il n'y a pas d'order block. Si ce corps est trop grand, alors on choisira la FVG
comme order block. Maintenant qu'on a vu ces cas, je vais vous présenter une autre sorte d'OB, les zones de demande et d'offre. Là, on parle de zones plus épaisses. Ce sont des zones de liquidité que l'on va appeler des zones de liquidité en attente. On verra tout à l'heure pourquoi. Mais pour que je les considère, la zone doit avoir une épaisseur du plus haut vers son plus bas de 0,75 ATR au moins. Comme ici. Ici, nous avons une bougie qui accélère avant de se faire avaler, laissant derrière une énergie qui va du plus bas de ce corps haussier jusqu'au plus haut. Si je devais prendre l'épaisseur de cet intervalle, on aurait alors une distance de 2000 pour un ATR de 1800, donc on est à un ATR au moins. Quand on a affaire à ce genre d'order block, on appelle ça une zone de vente. Il existe à l'inverse des zones que l'on appelle des zones de demande. Voici l'exemple d'une zone de demande. Une bougie descendante qui se fait ravaler par une bougie montante. On va donc tracer du plus haut du corps de la bougie descendante jusqu'en bas. Et si on prend la distance du haut de corps jusqu'en bas, nous avons 1581 pour 1700 d'ATR, c'est-à-dire environ 0,9. C'est donc que cette zone fait plus de 0,75 ATR d'épaisseur et sera considérée comme une zone de demande. Ensuite, il y a d'autres formes d'OB. Par exemple, celles que l'on appelle des bases accélérations. Ici, on en a eu. Nous avons une accélération, une base constituée d'une bougie faite d'un petit corps et de mèches de part et d'autre du corps. Et enfin, une accélération. L'accélération qui s'ensuit doit obligatoirement clôturer sous le bas de la base. Ainsi donc, nous avons accélération, base, accélération. On va donc marquer cette base en allant du plus bas au plus haut de la base. Comme on peut le voir, le marché est venu retester dans cette base avant de s'en éloigner. Soit la base est constituée d'un seul corps avec des longues mèches, soit elle est constituée de 2 voire de 3 corps. Soit ta base peut être constituée de plusieurs bougies faites de petits corps, comme ici, ou avec des longues mèches de part et d'autre. Ça peut être, la première bougie peut avoir juste une mèche basse, puis la bougie suivante ou la bougie d'après peut avoir une mèche haute. L'ensemble constitué apparaît comme s'il y avait des petits corps, une mèche basse et une mèche haute, qu'elles se produisent sur une bougie, 2 ou 3, voire davantage. Ici, nous avons une bougie, 2 bougies, et puis le reste étant de toutes petites bougies. Mais nous avons donc bien 2 bougies ayant des longues mèches. Donc on va prendre toute cette zone, puisque on a une accélération, on a cette base, et ensuite une accélération. Le marché remonte, réagit dans la base. Donc on peut voir comme ici, on a eu une accélération, une base, une accélération. Donc on peut voir par exemple qu'ici, on a eu une base au départ du swing. Le prix va retomber sur la base et réagir. Voici l'exemple d'une base au départ ou juste après le départ d'une action baissière. Ici donc on a bien eu le marché qui descend, le marché range, puis ensuite accélère, produisant une base avec une longue mèche basse, une longue mèche haute, un corps serré. On a donc une base qui se dessine du plus bas jusqu'au plus haut en prenant en compte toutes les mèches. Le marché arrive donc sur la zone et puis réagit. Encore un exemple de base, nous avons une accélération, base, accélération. Et ici, la base produit un corps plus petit que la première ou la deuxième accélération, même si nous n'avons pas de grande mèche, on pourra quand même considérer que cette zone est une base. Le marché revient dessus, vient tester là à la base et repart. Et donc pour finir avec les bases, nous avons ici un exemple d'une base qui démarre non pas en bas du range, mais juste après le début du range. Ici constituée de 2 bougies, une avec une mèche en bas, une autre avec une mèche en haut. On va donc les tracer du plus haut jusqu'au plus bas et observer qu'après le cassage de structure, ici une fois, 2 fois, et donc on vient tracer du haut de la mèche jusqu'en bas de la mèche et on observe que le marché vient réagir dans l'OB et repart. Et donc, il ne faut pas avoir une vision trop rigide du type le bloc est forcément la toute première bougie avant l'accélération. Parfois, la vraie zone utile est cette petite base avant le nouveau départ. Enfin, après les OB classiques, les supply demand et les bases accélération, je vous présente un 4e type d'order block, les wick blocks. Un wick block sera souvent représenté par une ou 2 bougies ayant laissé une énorme mèche. Et c'est ce gap laissé entre les bas des 2 bougies qui constituera un wick block. Et le marché revient dessus et réagit avant de repartir. Là, tu travailles un gap entre les hauts et les bas des 2 longues mèches. À l'inverse, si tu observes un wick block baissier, tu travailleras un gap entre les hauts des 2 longues mèches au départ du swing baissier. Autrement dit, la vraie lecture n'est pas dans le corps, mais dans l'espace laissé entre les 2 mèches. Donc en pratique, on résume. Tu peux avoir un OB classique, un OB avec imbalance, à savoir une fair value gap, laissé après une explosion du prix.
soit on prend l'OB à l'origine de cette explosion, soit si l'OB est trop importante, on choisit l'AFVG comme OB, soit il n'y a pas d'OB si le corps à l'origine de l'accélération est trop petite. Une fois qu'on a dit ça, on a vu les zones d'offre et de demande, on a vu une base accélération, soit juste au début d'un range ou au milieu d'une accélération, soit on a vu un weak block. Voilà. Le but, ce n'est pas d'essayer d'aller chercher des choses trop compliquées, mais c'est d'identifier de ces zones-là lesquelles ont réellement lancé le mouvement. Savoir tracer un bloc, c'est bien, mais savoir s'il est tradable, c'est tout aussi important. En général, un bon bloc a plusieurs qualités. Je vous montre. Un OB propre, c'est un bloc qui a lancé un vrai déplacement, qui a montré une vraie intention et qui n'a pas encore été consommé par le marché. Comme par exemple ici. Cet order block, le marché est venu tester l'order block, a réagi, puis la fois d'après, quand il est revenu, l'order block était déjà consommé et le prix a traversé cette zone car elle était désactivée. En général, un bon bloc a plusieurs qualités. Il part avec une vraie impulsion, il a souvent une inefficacité ou une efficience si vous voulez. Il casse une structure comme ici ou alors montre un vrai déplacement. Et enfin, il est surtout non testé. À l'inverse, un bloc déjà testé perd de la valeur. Et pourquoi? Parce que chaque retour du prix dans la zone consomme une partie de ce qu'il y avait dedans. Donc plus une zone est revisitée, plus elle s'affaiblit. Si le marché est déjà revenu une fois, deux fois, trois fois, qu'il a pénétré profondément dans la zone et qu'il l'a traversé sans vraie réaction, tu ne peux plus le traiter comme un bloc propre. La règle est simple. Le meilleur test, c'est souvent le premier. Et il faut ajouter le contexte. Un bloc peut avoir été excellent à l'origine, mais devenir faible si, entre-temps, la structure a changé. Si plusieurs zones ont été cassées et si le marché montre clairement que le contrôle est passé dans l'autre sens. Donc, quand tu regardes un OB, pose-toi ces questions. Est-ce qu'il a lancé un vrai move? Est-ce qu'il a créé une inefficience? Est-ce qu'il est frais? Est-ce qu'il a déjà été mitigé? Est-ce qu'il est encore logique et exploitable dans la structure actuelle? C'est ça qui te permet d'observer au mieux de vraies zones exploitables. Une chose qui est très importante à faire, avant de pouvoir trader un OB, il s'agit de le sélectionner, de le tracer et ensuite de l'affiner. On va travailler sur l'affinage. Ici, par exemple, on a un OB. On a un prix qui a accéléré, une base et une autre accélération. On a bien eu un swing avec un cassage de structure pour marquer le fait qu'il y ait eu une vraie impulsion du prix. Donc si on sélectionne cet OB de son point le plus haut jusqu'au plus bas, on va pouvoir définir une zone. Sauf que cette zone, elle peut paraître épaisse, puisque si l'on rentre une position vendeuse ici, avec un stop loss au-dessus de l'OB, notre TP peut ne pas être très intéressant. À savoir ici, on se retrouverait à aller chercher un 1,2 $ de profit pour $1 de risque. Et si on essaie d'affiner cette zone, on va descendre sur un demi-temps. Et là, on observe qu'il y a un OB qui est à l'origine de cette accélération, que l'on peut tracer comme étant celui-ci. On va continuer à regarder, mais il y a aussi un weak block au-dessus qui a un gap de prix laissé entre ces deux mèches. Donc si on devait choisir entre les deux, on choisirait l'OB du haut. On va pouvoir ainsi maintenant rentrer une position vendeuse, mettre un stop loss plus resserré, derrière éventuellement le haut de cette bougie et un TP sur le bas. Et ainsi, on transforme un trade de 1,2 pour 1 en un trade qui fait maintenant 4,4 pour 1. Cet exercice-là, on peut le faire aussi sur des zones de demande. On a une base qui est assez large, on souhaiterait pouvoir l'affiner de sorte de pouvoir rentrer une position avec un stop loss minimum. On va donc descendre sur des temps plus petits et là on observe un weak block. On peut à nouveau descendre si on trouve que ce weak block est large et là en descendant on voit qu'il n'est pas possible de l'affiner davantage. Dans ces cas-là, on peut choisir de rentrer une position, évidemment en observant le marché dans son ensemble, mais déjà pour vous expliquer l'idée, une position qui peut vous apporter un reward de risque plus intéressant. Ici par exemple, nous avons une autre base, accélération. Le marché est venu sweeper les bas, a cassé une structure haussière, a créé une impulsion avec une accélération, laissant ainsi une longue mèche basse et une longue mèche haute, constituant un order block appelé base accélération. Cet order block est trop épais. On va essayer de l'affiner. Donc on va descendre d'un demi-temps pour observer le marché et on voit qu'il y a une base dans la base, une base accélération constituée d'une longue mèche ici et d'une longue mèche là. On va donc descendre ce bloc pour aller chercher cette base. On va descendre davantage et voir si on ne peut pas l'affiner encore. On vient ici et on observe à nouveau qu'il y a une base sous la forme de cette bougie, laissant une longue mèche basse. On va donc descendre, voire même, dans certains cas, on peut aller chercher la base. On a donc une base. On va donc se servir de ça pour lancer notre trade. Comme vous pouvez le voir, on a donc affiné cette zone de moitié. Et donc, on aura une position longue que l'on prendra
ici, sur la base, un stop loss resserré, voire on peut prendre à la moitié si on considère que la zone est trop épaisse, et un TP autour du prochain order block. Voici comment on trace un order block. Tu pars toujours du mouvement. D'abord, tu repères une impulsion claire. Ensuite, tu remontes à la source. Soit c'est un OB, soit c'est un weak block, soit c'est une FVG, soit c'est une zone de demande ou de vente. Là, tu fais attention, tu choisis bien la bonne zone. Parfois, ce sera la dernière bougie opposée. Parfois, ce sera la bougie impulsive si elle respecte ton filtre ATR. Parfois, c'est directement la FVG. Parfois, c'est une zone. Parfois, une base accélération. Parfois, un weak block. Comme tu peux le voir, tracer un OB, ce n'est pas appliquer une seule règle. C'est comprendre quelle structure a réellement lancé le mouvement. Ensuite, tu dois l'affiner. Soit tu peux l'affiner avec le corps, soit avec la mèche, soit avec 50% de la zone, soit tu l'affines en regardant à l'intérieur si tu observes une FVG, une base accélération, une zone de demande ou d'offre, si ces zones-là portent vraiment le déséquilibre. Mais il ne faut pas suraffiner. Beaucoup de traders veulent une précision chirurgicale alors qu'ils n'ont même pas encore choisi la bonne zone. Résultat, ton stop est trop serré, ton exécution est mauvaise et frustration. L'affinage vient après la lecture, pas avant. Alors maintenant, je vais te résumer ma pensée pour que tu sois en mesure de savoir trader la bonne FVG. Voici tous les cas pratiques que tu vas pouvoir rencontrer en mélangeant les zones de demande, les bases d'accélération et les imbalances. Par exemple, dans le premier cas, ici on est dans un momentum haussier. Le prix casse les hauts une fois, deux fois. À la base du premier swing, on a une zone de demande. Si on identifie une zone de demande avant une autre zone de demande, alors le prix aura tendance à venir casser la première pour aller chercher la deuxième, puisque une efficience sera concentrée dans la deuxième et la première fera office de zone de liquidité. De la même façon, si on observe maintenant deux jeux d'imbalance de la FVG et qu'on en a une FVG sous l'autre dans un mouvement haussier, on aura évidemment, il faudra ignorer la première pour se concentrer sur la deuxième pour passer un ordre d'achat avant de voir le prix repartir à la hausse. La première sera ignorée car elle fait office de liquidité pour l'autre et donc sera ignorée car trop visible. S'agissant d'une base d'accélération, la démarche est légèrement différente puisque on a affaire ici à de la liquidité venant d'un temps au-dessus. Donc il y a une force dans le mouvement qui est assez puissante et qui fera que lorsque le prix viendra taper sur une des forces, la première, eh bien l'énergie sera suffisante pour pousser le marché à la hausse sans avoir besoin d'aller chercher la base d'accélération du swing en dessous. Si on reste sur l'idée de la base d'accélération, étant donné la force que cela a, elle agira comme un aimant de toutes les autres liquidités et donc le prix aura tendance à venir chercher la concentration de liquidité laissée au niveau de la base d'accélération pour emmener le prix et donc viendra casser toutes les autres formes de liquidité visibles qui seront positionnées avant. C'est évidemment le cas aussi pour les zones de demande qui ne feront pas le poids face aux bases d'accélération quand elles sont positionnées avant la base d'accélération. Si l'on comprend bien ce que je viens de dire, si on positionne deux imbalances l'une au-dessus de l'autre, le marché viendra systématiquement chercher la dernière imbalance. Si l'on prend en compte deux zones de demande, alors ce sera exactement la même chose. Ainsi donc, le prix viendra systématiquement chercher la dernière des zones, puisque c'est en elle que sera concentré le maximum de liquidité. La première sera un ordre en bloc visible de la deuxième. Ainsi donc, elle n'aura aucune puissance pour retenir le prix et la faire rebondir. Dernier cas de figure, quand une base d'accélération est positionnée avant d'arriver sur une zone de demande, voire une FVG. Lorsque le prix descend, il viendra s'arrêter systématiquement sur la base d'accélération puisque elle est en réalité une liquidité d'un temps plus fort que la liquidité concentrée sur le temps zéro, c'est-à-dire le temps sur lequel tu observes ton chart. Cette zone de demande du temps zéro ne pèsera pas lourd par rapport à la liquidité du temps plus 1. Le marché donc viendra taper dans cette liquidité et rebondira et fera de même dans le cas où cette liquidité du temps zéro est une imbalance. En clair, le marché ne traite pas toutes les zones pareilles. Il y a une hiérarchie. Si tu comprends cette hiérarchie, tu évites de vouloir prendre chaque rectangle comme s'il avait la même valeur. Ensuite, tu veux une confirmation. Pas forcément quelque chose de compliqué. Ça peut être une bêche de rejet, une clôture propre, un chiffre de structure dans un time frame plus bas ou une réaction nette dans la zone. Le stop, lui, doit aller au-delà de la zone qui invalide ton idée. Et le take profit, lui, doit rester logique. Une liquidité sous la forme d'imbalance, FVG ou order block de toutes sortes. Un sommet au-dessus duquel est concentrée la liquidité. Un creux, c'est dans le cas contraire, ou toute autre forme de zone de réaction. Le plus important, ce n'est pas de connaître 10 variantes d'OB. Le plus important, c'est de savoir lequel mérite d'être tradé maintenant. Si tu dois retenir une chose, c'est celle-ci. Un order block, ce n'est pas une bougie. C'est une zone qui a prouvé quelque chose. Tu dois d'abord comprendre quel type de bloc tu regardes. Ensuite, tu vérifies si ce bloc est propre, frais et encore actif.
Puis, tu le traces correctement. Et enfin, tu attends une vraie réaction avant de le trader. C'est ça qui va tout changer. La plupart des traders tracent trop de blocs. Le bon travail, ce n'est pas d'en avoir partout. Le bon travail, c'est de sélectionner les bons. Quand tu fais ça, le graphique devient clair et ton trading devient beaucoup plus propre. Si tu veux aller plus loin et trader avec moi, rejoins gratuitement ma communauté Discord. J'y partage mes analyses, du contenu concret et surtout une vraie logique de marché. Pense à liker la vidéo et abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Et surtout, applique ça sur tes graphiques. C'est cette méthode, tu verras, qui fera la différence. Merci d'avoir regardé la vidéo et je te dis à très vite pour la prochaine.